Dans le dossier des migrants de Saint-Brévin, la préfecture a décidé de clarifier sa position à la veille d'une réunion publique qui doit se tenir sur la commune. Les explications de Claire Villalon. La mise au point était nécessaire. Ce midi, le préfet de Loire-Atlantique et le maire de Saint-Brévin ont tenu à clarifier la situation. En effet, depuis un mois, la tension était vive dans cette ville balnéaire après l'annonce de l'ouverture d'un centre d'accueil pour migrants dans la commune. Au départ, la ville devait accueillir 70 migrants et seulement des hommes seuls. Mais après discussion, le projet initial a été modifié. Le centre d'accueil et d'orientation de Saint-Brévin qui va être créé dans les locaux d'EDF chez EDF accueillera au maximum 50 personnes qui viendront de Calais. Il y aura à la fois des hommes seuls et des familles. Et ce centre devra être rendu disponible pour les vacanciers d'EDF, GDF avant l'été. Des modifications qui interviennent après les coups de feu tirés sur le bâtiment mardi soir. Mais ce n'est pas ce geste qui a fait changer d'avis le préfet. Monsieur le maire, dans les conversations que nous avons eues sur l'association, sur les capacités d'accueil, sur les profils, etc., a souhaité que je baisse un petit peu ma capacité d'accueil. Et donc j'ai pris l'engagement à son égard d'accueillir 50% au maximum dans ce centre d'accueil, 50 personnes dans ce centre d'accueil d'orientation. Samedi soir, le collectif anti-migrants de Saint-Brévin va tenir une réunion publique. Le maire ainsi que le préfet ont décidé de ne pas participer à ce débat. Du nouveau dans l'affaire de la disparition de Romain Barré. Selon nos confrères de Ouest France, 3 hommes et 2 femmes ont été placés en garde à vue ce vendredi à Nantes et Saint-Nazaire. L'hypothèse d'un suicide semble donc s'éloigner au profit de celle d'une mauvaise rencontre. Romain Barré n'a plus donné signe de vie depuis le 28 septembre dernier. Son véhicule avait été retrouvé par la police le week-end dernier à Bouguenais et des achats avaient été faits sur Internet avec sa carte bleue peu de temps après sa disparition. Il va y avoir du monde ce week-end autour de Notre-Dame-des-Landes. Les opposants au projet d'aéroport organisent un nouveau rassemblement sur la ZAD. Samedi, à partir de 10h, les chants des bâtons vont résonner dans le bocage. Plusieurs marches sont organisées pour converger vers la zone du futur aéroport. Chacun est invité à venir avec son bâton qui sera ensuite symboliquement planté autour de 13h. À partir de 15h, des prises de parole et le montage d'un hangar traditionnel sont prévus. Ensuite, place aux festivités avec des concerts. Dominique A y chantera notamment. Spectacle son et lumière à la nuit tombée et scène techno à partir de 2h du matin. Plusieurs collectifs appellent à se joindre au mouvement comme la Confédération Paysanne, Attaque ou encore Solidaire. Des milliers de personnes sont attendues. Plus de 25 cars sont affrétés. Ils viendront de toute la France. Voilà 5 ans que l'association Aspro a créé les cafés actifs seniors, des rendez-vous réguliers pour favoriser l'emploi des plus de 45 ans, particulièrement touchés par le chômage. S'adapter aux nouvelles méthodes de recherche d'emploi, comprendre le fonctionnement des sites d'offres en ligne. Une 50aine de personnes participaient à une réunion autour du Job Board, un rendez-vous organisé par l'Aspro, une association qui accompagne les demandeurs d'emploi de plus de 40 ans. Alors ce que je viens chercher, c'est les clés pour la recherche d'emploi d'une façon générale, mais également nouer un réseau avec les différentes parties prenantes du secteur de l'emploi sur Nantes et sa région. Ça permet aussi surtout effectivement de sortir des zones de chez soi, parce que malheureusement, plus dans le temps on est sans emploi, plus on a tendance à se renfermer. En août dernier, les seniors représentaient 24% des demandeurs d'emploi en Pays de la Loire, soit 43 539 personnes. Pour leur venir en aide, l'Aspro organise régulièrement des réunions thématiques et a même créé un réseau sur Internet pour ses 2500 adhérents. L'association veut se placer en complémentarité des institutions classiques comme Pôle emploi. Quand on a 45, 50 ans, voire plus, on n'est pas foutu, on peut toujours travailler, il y a toujours de belles choses à faire, mais il faut tenir, et il faut aller dans les réseaux, il faut partager avec l'autre, il faut communiquer. Depuis 2011, l'association aurait permis à 60% de ses adhérents de trouver un emploi ou une formation. Le dossier du déménagement du CHU de Nantes s'est invité ce matin au conseil municipal. L'opposition a demandé des explications sur le retard de livraison du projet annoncé en début de semaine et remis en cause son implantation sur l'île de Nantes à l'occasion d'une passe d'armes entre Laurence Garnier et Ronan Dantec. Nous craignons que le choix du site de l'île de Nantes n'étouffe
le système de santé public dans notre ville, pour 3 raisons. Parce que l'accès sera nécessairement restreint. Je rappelle que nous serons sur une île. Monsieur Bollot, vous pouvez me dire ce que vous voulez, on est sur une île. Accès restreint. Possibilité d'extension inexistante, puisque nous sommes toujours sur une île. Et endettement de l'établissement de santé, du CHU, considérable. Je crois que la dernière intervention de Laurence Garnier dit à quel point, depuis maintenant plusieurs décennies, la droite nantaise, je suis désolé de le dire, n'a aucune vision du développement de cette agglomération. Dire que finalement cette île est enclavée alors que les gens se battent pour y habiter, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Effectivement, cette agglomération s'est renforcée, a élargi son centre et l'île de Nantes est devenue un espace de centralité. Enfin, et regardez simplement la manière dont les gens votent avec leurs pieds et la manière dont ils vivent aujourd'hui sur cette île. Dimanche, l'édition 2016 des Foulées du Tram s'élancera de Couëron. Olivier Caillé est allé à la rencontre du coureur marocain Reda El Arabi, vainqueur l'an passé, et qui espère bien arriver une nouvelle fois en tête au terme des 15 km 500. J'ai vu passer Reda et là je me suis dit il faut absolument qu'on le rencontre à la fin de la course pour lui proposer de venir courir avec nous les Foulées du Tram. C'est au détour d'une course sur l'île d'Oléron à l'été 2015 qu'est née l'histoire d'amitié entre un couple de Saint-Sébastien-sur-Loire et le coureur marocain Reda El Arabi. Nathalie et son mari sont opticiens pour une grande enseigne et chaque année ils organisent depuis 5 ans une opération lors des Foulées du Tram. L'opération, en fait, c'est de faire courir les gens sous le maillot Optique 2000 soutient l'AFM Téléthon et les opticiens du 44 reversent 10 € par personne qui va passer la ligne d'arrivée avec notre maillot. Une idée qui séduit le champion du Maroc du semi-marathon. En octobre dernier, il se retrouve donc sur la ligne de départ. J'ai participé la première fois, j'ai trouvé que le climat là, au Foulées du Tram, un bon climat. Et puis j'ai l'envie de participer plusieurs fois et pourquoi pas de tracer mon nom sur l'histoire des Foulées du Tram. Et le coup d'essai est un coup de maître puisque Reda remporte la course. On fait courir de plus en plus de monde, mais finalement l'action n'est pas tellement visible. Alors que l'année dernière avec Reda qui passe la ligne d'arrivée, les bras comme ça, c'était une très très belle image. Une image que Reda et ses amis espèrent de nouveau voir dimanche après-midi. Le cancer du sein sera-t-il bientôt dépisté grâce à une simple prise de sang ? C'est en tout cas une hypothèse sur laquelle travaillent des chercheurs nantais en collaboration avec des confrères australiens. C'est une technique d'analyse qui permet de mesurer des atomes, notamment des isotopes. Ce sont en fait naturellement dans la matière il existe des atomes par exemple de carbone, d'azote et ces atomes-là ont des masses différentes comme par exemple le carbone 12 et le carbone 13 qui sont présents de manière naturelle en abondance et nous on mesure le rapport de ces isotopes contenus dans ces atomes et nous avons mesuré ces rapports dans des tissus cancéreux et nous avons pu montrer qu'il y avait une différence entre les tissus non cancéreux et cancéreux. Et cette technique innovante peut être appliquée non seulement à plusieurs types de cancers, mais aussi à des échantillons biologiques comme du sérum ou du plasma, ce qui ouvre une perspective pour la découverte de biomarqueurs qui sont justement le dosage de ces atomes-là. Plus nous avons un enrichissement de ces isotopes-là de manière naturelle, en azote ou aussi bien en carbone, et bien cela montrait la présence de cellules cancéreuses. Et nous essayons de comprendre pourquoi il y a ces différences, parce que pour qu'il y ait un biomarqueur valable, il faut aussi montrer le côté fondamental et essayer de comprendre, nous essayons justement de comprendre, en associant aussi avec d'autres techniques, qu'est-ce qui se passe au niveau du métabolisme du cancer et qui expliquerait ces différences. Pour l'instant, les techniques qui sont utilisées sont la mammographie ou encore la biopsie.
mais pas encore de dépistage par des tests sanguins. Plus facile, beaucoup plus facile pour le patient, ça éviterait d'avoir recours à la biopsie ou encore à la chirurgie. Et puis c'est une technique qui pourrait être complémentaire aussi à la mammographie et à la biopsie et la chirurgie. Alors nous avons breveté l'innovation de la technique en 2012. Mais nous y avons commencé à travailler en 2010, donc ça va faire 6 ans quand même, 5-6 ans que l'on y travaille, parce que il a fallu déjà du temps pour récupérer des échantillons de tissus mammaires, cancéreux, non cancéreux, et puis aussi beaucoup de temps pour développer la technique. Et cette technique est innovante parce qu'elle mesure des petites différences au niveau des rapports d'isotopes des atomes. Et c'est dans ce sens-là qu'elle est innovante. Oui. Nous nous sommes associés à des chercheurs en Australie de l'ANU à Canberra, qui sont aussi des spécialistes du cancer et du cancer du sein. Et pour nous aider à expliquer le métabolisme du cancer, et puis pour pouvoir aussi travailler sur des cohortes aussi bien européennes que françaises et australiennes, afin de pouvoir avoir une universalité dans ce test-là. Je ne sais pas si c'est un tournant, mais ça peut être en tout cas une technique complémentaire et innovante qui éviterait peut-être, avant de faire la biopsie ou de la chirurgie, qui permettrait avec la mammographie ou non, de pouvoir avoir déjà une première idée de la situation du patient, s'il a le cancer ou pas. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est intéressant. Donc là, ça peut prendre une dizaine d'années parce qu'il faut des essais cliniques. Comme je vous ai dit, pour montrer que nous avons vraiment un biomarqueur qui peut être utilisé de manière technique, il faut aussi pouvoir l'expliquer d'un point de vue fondamental, pourquoi on a cette différence au niveau de ces isotopes, au niveau de ces cellules cancéreuses.